Bonjour, c'est Angèle pour un nouveau numéro d'Actual News. Aujourd'hui, programme assez chargé et beaucoup de gaming. Nous allons parler notamment de Stellar Blade, d'Embracer Group, de Far Cry 7, entre autres, aussi d'une remontada, encore une fois assez spectaculaire, due à une diffusion d'une série TV. Et beaucoup de choses encore. Donc restez jusqu'au bout. Pour tous ceux qui sont sur YouTube aussi, je vous souhaite une bonne bienvenue. Ceci est une rediffusion de ma émission Actual News qui a lieu sur Twitch. Vous pouvez retrouver tous les liens ainsi que euh, de cette chaîne si vous voulez venir participer après aux discussions. Cette émission est diffusée tous les jours à 12h45 et 5 jours sur 7, je suis en soirée en gaming avec vous autour de jeux pour, pour se détendre et jouer ensemble. Voilà. Je vous souhaite donc n'hésitez pas à passer me voir. À ceux qui sont sur Twitch, restez jusqu'à la fin et puis si jamais vous voulez en discuter, venez. Pour ceux qui sont sur YouTube, laissez votre commentaire, un pouce bleu et éventuellement abonnez-vous à ma chaîne. On commence tout de suite. Nous commençons par Stellar Blade, qui sera censuré dans aucun pays. Donc, premier jeu qui ne sera pas censuré à cause de certains critères. Donc, au cours de ces dernières années, les jeux PlayStation affichaient des différences plus ou moins notables en fonction des pays. Une censure était ainsi appliquée au sein de différents territoires. Fort heureusement, ce ne sera pas le cas pour Stellar Blade. Dans un message publié sur X.com, Twitter, le studio sud-coréen Shift Up a annoncé en exclusivité PS5 qui sortira le 26 avril ne sera pas du tout censuré. Cela s'appliquera également au Japon, qui est bien souvent impacté par des restrictions au niveau du contenu des jeux. Oui, on sait très bien que le Japon, malgré ils sont sur beaucoup de choses, surtout au niveau des femmes, et ça m'étonne qu'on n'ait pas eu genre de la censure, notamment des pays du Maghreb qui sont très à cheval sur ça. À moins qu'ils le diffusent pas tout simplement dans les pays qui censurent et c'est ce et c'est ce qui explique qu'ils peuvent les diffuser sans censure. En tout cas, c'est une bonne nouvelle. Ensuite, Fallout 76 a encore une fois battu son record de joueurs simultanées sur Steam. Le lancement de la série Fallout sur Prime Video continue de se montrer bénéfique pour les jeux vidéo de la licence. Si Fallout 4 en profite bien avec pratiquement 150 000 joueurs en simultané sur sa version Steam, un autre opus n'est pas en reste. Ainsi, Fallout 76 a battu un nouveau record de fréquentation pour la deuxième semaine consécutive. Le site multijoueur de Bethesda Game Studios a atteint 64 083 utilisateurs connectés en même temps sur Steam. Un excellent résultat sans doute aidé par les réductions et autres offres promotionnelles autour du jeu lancées dans le début de célébrer à la sortie de la série de TV. Ouais, plutôt le jeu lancé dans le but de célébrer la sortie de la série. Bah, encore une fois, une excellente nouvelle qu'une série télé puisse aider à la vente de jeux. Et ce qui est encore plus dingue, c'est que c'est sur PC.
Bon, vous me direz que la série de Fallout est un jeu avec une forte identité PCiste au vu des précédentes productions, mais là, 150 000 joueurs, par exemple, pour Fallout 4 et Fallout 76, 65 000, hein, si on arrondit. C'est énorme. Mm. Ensuite, la Switch 2 pour utiliser la V NAND de 5ème génération de chez Samsung. La rumeur provient du vidéaste Doctray81 qui, lors d'une récente vidéo YouTube, a partagé ses dernières découvertes concernant la Switch 2. En effet, en consultant le profil LinkedIn d'un ancien directeur de la division Samsung Electronics Device Solutions, qui a travaillé pour l'entreprise jusqu'en 2019, il a pu mettre la main sur quelques informations intéressantes. Cet ancien membre de l'entreprise affirme avoir travaillé sur le développement d'un dispositif d'un NAND flash pour Nintendo. Il mentionne également que la création d'une carte Secure eMMC alimentée par la 5ème génération de VNAND, ce qui, ce qui pourrait également être destiné à Nintendo. Bien que ces technologies soient maintenant datées, étant donné que Samsung travaille déjà sur la V-NAND de 10ème génération, les performances offertes par la 5ème génération pourraient être largement suffisantes pour la firme japonaise, sachant qu'elle est capable d'atteindre une vitesse allant jusqu'à 1,4 gigaoctets seconde. Donc on parle là de, de mémoire si je ne l'abuse. On va faire juste une petite recherche Google ensemble. Voilà. Hmm. C'est un type de mémoire flash non volatile selon laquelle cellulaire de mémoire. D'accord, d'accord. Donc c'est de la même mémoire, donc possiblement une sorte de SSD pour la Nintendo Switch, avec on espère beaucoup plus de mémoire qu'elle a actuellement, hein, parce que c'était vraiment petit. Team Fortress 2 a enfin le droit à une version 64 bits grâce à une mise à jour déployée par Valve. Et là, je savais même pas qu'il y avait qu'une version 32. Pour moi, c'était logique qu'elle ait une 64. Après 10 ans d'existence, Team Fortress 2 bénéficie enfin de la prise en charge 64 bits. En effet, cela n'était pas encore le cas jusqu'à présent. Cet ajout devrait permettre par la même occasion une amélioration des performances. Malheureusement, les premiers retours des joueurs sont peu convaincants. Nombreux sont ceux ayant rencontré des difficultés au moment de lancer leur jeu. Cette transition ne semble donc pas totalement maîtrisée au risque de générer quelques problèmes, en espérant que les équipes de chez Valve résolvent tout cela dans les prochains jours. Aïe, je testerai bien moi, Team Fortress, enfin je retesterai bien. Je m'étais bien éclaté pendant des mois et des mois, j'en garde un excellent souvenir. Franchement, avec un gameplay par classe et où tu as ton utilité dans l'équipe, où c'est pas comme la foire dans Call of Duty où tu peux limite tout faire avec un fusil d'assaut équipé quoi. Là, chacun avait son propre rôle. J'ai enfin réussi à le dire. Et j'appréciais cela. Et en plus, avec ouais, un gameplay différent. Moi, j'aimais bien, c'était prendre l'assassin et arriver derrière, et boum. Ou alors, t'as ceux qui aimaient vraiment les fast FPS et qui prenaient celui avec la batte, je m'en souviens plus, et le petit flingue. J'aimais bien. Prendre le pyro parce que cramer tout le monde, c'est amusant. Après, je trouverais que celui qui était à Metroid était lent. Être derrière les fesses d'une personne à le soigner, je trouvais pas mon compte. L'ingénieur, construire des tourelles, machin chose, ouais.
Et puis et puis les autres, ça m'intéressait beaucoup moins. Le sniper, ouais, je préférais l'être, c'est un des rares jeux où j'aime vraiment être en contact, donc c'est pour ça, Pyro, ou ceux qui a la batte, ou l'assassin, moi c'était mes préférés. Ah, fin de la blague, et on arrive sur la news un peu tristoun, ou pas, c'est selon les gens. Fin de la blague, ce géant du jeu vidéo annonce sa disparition. Après plusieurs mois de vagues, après plusieurs mois de vagues de licenciements et de fermetures de studios, le groupe européen Embracer annonce sa disparition. Il sera désormais divisé en trois entreprises complètement distinctes à l'avenir incertain. L'aventure Embracer Group s'apprête à écrire sa conclusion. Vous ne connaissez sans doute pas ce nom, mais il s'agit de l'un des plus gros groupes de studios au monde. Et pour cause, Embracer a passé plusieurs années à multiplier les rachats de studios et d'éditeurs pour en arriver à un regroupement de plus de 110 studios et plus de 12 000 employés dans le monde. Une belle histoire financière jusqu'en mai 2023 où l'échec d'un contrat d'investissement de 2 milliards de dollars de la couronne d'Arabie Saoudite a conduit le groupe européen dans le tourment. Depuis, le groupe licencie, ferme des studios ou les revend. Gearbox, les développeurs de Borderlands, racheté en 2021 par Embracer, a par exemple été vendu à 2K Games en avril 2024. Embracer Group annonce désormais sa disparition pour se séparer en trois entreprises différentes. Oui, les petits, les gros et les jeux de plateau. Dans son communiqué de presse, Embracer annonce en effet la création de trois entreprises différentes, chacune séparée en bourse. Leurs destins ne sont plus du tout liés. Asmodee, Coffee Stain and Friends, Middle Earth Enterprise and Friends. Des noms très inspirés. Coffee Stains and Friends. D'accord. Asmodee, Middle Earth Enterprise and Friends. Les terres du milieu, coffee, tâche de café, et l'autre, Asmodee, ouais. Racheté en 2022, l'éditeur de jeux de plateau Asmodee va donc reprendre son indépendance d'après le communiqué. La synergie qui avait été mise en place pour permettre à Asmodee d'adapter des univers appartenant au studio de jeux vidéo devrait, devrait continuer après la séparation. L'indépendance d'Asmodee devrait lui permettre de reprendre les acquisitions dans le domaine du jeu de société, indique le communiqué. Dans le groupe Coffee Stain and Friends, Embracer place tous les studios de petite envergure. Tous les spécialistes du jeu free-to-play, du jeu service, du jeu mobile ou encore des jeux indépendants ou AA se retrouvent donc liés dans un dessin commun, sans leurs précédents collègues à gros budget. C'est ce groupe qui va intégrer des franchises comme Satisfactory, Goat Simulator, Valheim, Teardom, Deep Rock Galactic. Le troisième et dernier groupe, Middle Earth Enterprise and Friends, regroupe tous les studios de développement de jeux AAA pour PC et console. On y retrouve notamment 4A Games, donc Metro, l'ex-branche occidentale de Square Enix avec la franchise Tomb Raider, l'éditeur Plaion, ex-Koch, ouais, mais aussi les propriétaires de la licence Le Seigneur des Anneaux. Oh, bah, décidément. Cette énorme restriction d'un géant de jeux vidéo va forcément prendre du temps. Embracer espère se séparer d'Asmodée dans les 12 prochains mois. La séparation entre les petits et gros studios devrait prendre plus de temps, avec un objectif fixé à l'année 2025 sans plus de détails. Tout cela doit d'abord être approuvé par les actionnaires du groupe. On peut s'attendre à ce que chaque identité procède elle-même à une restructuration supplémentaire une fois le divorce consommé. Alors c'est plutôt une bonne nouvelle. Pour les éditeurs, pour les créateurs, ne plus avoir une grosse pointure au-dessus de la tête et tout, ça peut leur faire du bien et ce groupe est devenu beaucoup trop gros
pour continuer. Comme quoi, on peut grimper, puis finalement, splatch. Hmm. Cyberpunk 2077, plus beau que jamais grâce à cette nouveauté gratuite. C'est bien les contenus gratuits en plus quand ça améliore ton jeu. Cyberpunk 2077 n'a pas dit son dernier mot et compte bien continuer à s'améliorer avec le temps. Pour cela, il peut compter sur des entreprises comme Nvidia qui réalisent un travail impressionnant sur le DLSS. La toute dernière mise à jour de la technologie NVIDIA DLSS pour Deep Learning Super Sampling offre d'importantes améliorations visuelles pour le jeu Cyberpunk 2077. La version 3.7 de cette technologie d'upscaling par intelligence artificielle marque un tournant par rapport aux versions précédentes. En apportant une image plus nette, une réduction notable du phénomène de ghosting et une meilleure stabilité, et même un débruitage amélioré. Cyberpunk, une récente vidéo comparative, réalisée par MX Benchmark PC démontre les progrès accomplis entre les versions 3.5.10, 3.6.0 et la nouvelle version 3.7.0 utilisée avec le réglage Quality. Cette mise à jour permet de mieux apprécier les détails du jeu tout en offrant une expérience visuelle plus fluide et agréable. Depuis la sortie, des mises à jour en 2.1 et 2.0 et 2.5 qui ont profondément modifié plusieurs mécaniques du jeu et introduit des fonctionnalités supplémentaires telles un système de métro pleinement fonctionnel, le développement de Cyberpunk 2077 semble toucher à sa fin. L'équipe de développement s'est grande partie déplacée vers la création de la suite du jeu. Cyberpunk 2077 est désormais considéré comme le jeu qu'il aurait dû être à son lancement en 2020, malgré les nombreux problèmes techniques initiaux. Quoi qu'il en soit, le DLSS, toujours aussi impressionnant, il offre plusieurs avantages. Amélioration de la performance en réduisant la charge sur le GPU, le DLSS permet d'atteindre un taux de rafraîchissement plus élevé et une meilleure fluidité dans les jeux, qui est particulièrement bénéfique pour les jeux exigeants en ressources. Une meilleure qualité d'image grâce à l'intelligence artificielle, le DLSS améliore la netteté, les détails des images, ce qui rend les graphismes plus précis et immersifs. Avec la 3.7, le résultat est encore meilleur. Flexibilité des paramètres, les utilisateurs peuvent choisir entre différents modes, comme performance, balance ou quality, permettant de prioriser la qualité d'image ou la performance en fonction de leurs préférences. Bref, vous pouvez choisir qualité, ce qui se rapprochera plus de l'image d'origine, donc non upscalée et en profitant quand même de la technologie de DLSS pour améliorer la qualité de l'image. Ou vous pouvez choisir complètement performance et dans ce cas-là avoir une image assez détériorée quand même et avoir une image qui se rapproche plus de celle upscalée parce que je vous rappelle l'upscale c'est prendre une petite image genre du 720p puis pour la mettre jusqu'à du 1080 ou du 4K. Ça prend la résolution dans tout pour créer une image au-dessus mais sans avoir besoin de tirer les ressources d'une plus grande image. C'est bon à le rappeler. Far Cry 7, on va le dire en anglais, un nouveau leak qui finit par décevoir les joueurs. Oh oh oh. Ubisoft va frapper fort cette année. En 2024, l'éditeur misera sur deux jeux particulièrement attendus. Star Wars Outlaws et Assassin's Creed Raid. Le géant français devrait communiquer davantage à leur sujet dans les prochaines semaines. Lors du Summer Game Fest. Euh, Mais l'une de ses prochaines productions majeures fait encore l'objet de leaks. Une fuite autour de Far Cry 7 qui a pris de sacrées proportions, laissant finalement un goût amer pour beaucoup de joueurs. Explication. Le Summer Game Fest, oui, et c'est la période de toutes les possibilités. Cette suite dont vous rêvez, ce jeu disparu des radars, une date de sortie pour Hollow Knight Song, c'est un running gag décidément. Tout est possible. Les éditeurs profiteront de l'aura de l'événement pour présenter leur prochaine production.
Ubisoft tiendra sa conférence annuelle à part pour mettre en lumière ses futurs triple A ou quadruple A. Parmi les jeux déjà annoncés, on peut s'attendre à voir Star Wars Outlaw. Pourquoi ils ont pas mis le Wars? Dont la sortie est fixée en août, mais aussi Assassin's Creed Raid, l'épisode au Japon féodal, The Division, Hearthland et Splinter Cell Remake pourraient donner de l'or nouvelle à l'occasion. Quand certains ne pourront pas s'empêcher d'espérer une petite apparition de Beyond Good and Evil 2, il se pourrait également qu'Ubisoft nous réserve une petite surprise, Far Cry 7. Si le jeu n'a toujours pas été révélé, il fait de temps à autre parler de lui grâce à quelques indiscrétions de sources fiables. C'est au tour de Jonathan, un vidéaste qui s'est fait connaître grâce à des leaks autour des franchises d'Ubisoft, d'ajouter son grain de sel. Pour donner le ton, il a publié en 4 images qui pourraient représenter l'essence de Far Cry 7, montrant Cillian Murphy, connu pour ses rôles de Peaky Blinders et Oppenheimer. Sans contexte apporté, le leak en fait les gros titres pour... Attends, je recommande. Sans contexte apporté, le leak a fait les gros titres. Beaucoup ayant cru que la star hollywoodienne allait succéder à Michael Mando et Giancarlo Esposito en tant qu'antagoniste de Far Cry 7. 12 heures plus tard, le leaker a tenu à démentir cette théorie. L'image signifie autre chose, a-t-il tempéré. Le mal était déjà fait. De nombreux internautes s'étaient déjà enjaillés sur la présence de l'acteur oscarisé dans le jeu. La déception est grande pour beaucoup d'entre eux. Hmm, tu m'étonnes que... Ou à moins que l'acteur, à moins que ça représente soit une catastrophe nucléaire, soit il a joué dans quoi d'autre? C'est Oppenheimer ou alors c'est soit ça représente une action se déroulant pendant la Première Guerre mondiale, soit pendant son rôle à Peaky Blender, peut-être. Pas vu le rébus, mais bon, il y a une bombe, il y a un crabe, il y a un insecte, bizarre. Alors qu'on, alors que doit-on interpréter? Insider Gaming aurait vendu la mèche il y a quelque temps. Ce nouveau volet serait légèrement différent de ses prédécesseurs. Far Cry 7 se déroulerait sur l'île fictive de Kimsan, située dans la mer Jaune, près de la Corée. L'histoire suivrait alors une famille aisée, enlevée par un groupe conspirationniste appelé les enfants de la vérité. Le joueur aurait alors 72 heures, 24 heures de temps réel pour secourir sa famille de ses ravisseurs. Le scénario serait alors non linéaire puisqu'il serait possible de sauver nos êtres chers dans n'importe quel ordre. À ce stade, difficile de savoir ce qui est l'image le plus fantastique avec un crabe. Attends, à ce stade, difficile de savoir ce qui l'image plus fantastique avec un crabe géant veut dire, tout comme celle avec l'acteur. Peut-être cela a un lien avec l'idéologie d'un nouveau groupe à abattre, peut-être qu'on sera fixé d'ici quelques semaines. L'Ubisoft Forward du lundi 10 juin semble tout indiquer. Alors, deux excellents jeux gratuits sur Steam, mais vous n'avez pas plus beaucoup de temps. Le week-end n'est pas encore tout à fait fini pour ces offres de Steam. Sur ces deux excellents jeux gratuits multi, si le cœur vous en dit, il vous reste encore quelques heures pour en profiter. Plus précisément, vous avez encore 10 heures à l'heure où nous écrivons ces lignes pour essayer des deux jeux gratuits de l'offre d'essai du week-end sur Steam. À l'occasion, vous pouvez vous
à l'occasion pour vous de voir ce qu'ils valent, avant éventuellement de vous décider à en faire l'acquisition au moindre coût via une sympathique promotion. Depuis le 18 avril, Steam s'est fendu d'une large offre week-end pour tester gratuitement deux très bons jeux vidéo pour le multi. Le premier, et pas des moindres, c'est l'excellent Grounded, développé par Obsidian Entertainment, édité par Xbox Game Studios et sorti en Early Access en 2022 sur PC et Xbox Series. Et le 16 avril dernier sur PS5. Il s'agit d'un superbe twist des jeux de survie qui ont en ce moment la cote. Nous y incarnons des enfants qui ont subi un terrible sort qui n'est pas sans rappeler le film Chérie, j'ai rétréci l'Écosse. En solo ou en groupe, jusqu'à 4, il vous appartient donc de braver le jardin familial alors que vous n'êtes pas plus grand qu'une puce. Il vous fera donc construire des armes, armures, abris adaptés pour essayer de retrouver une taille normale, votre taille normale. Depuis sa sortie, le titre d'Obsidian s'est plus agrémenté d'un florilège. Depuis sa sortie, le titre d'Obsidian s'est de plus agrémenté d'un florilège de contenu pour toujours plus de plaisir à plusieurs sous forme de Lilliputien. L'autre jeu gratuit proposé par Steam ce week-end est Golf with Your Friends, développé par Blacklight Interactive, édité par Team 17 et sorti en 2020. Ce jeu de mini-golf vous propose de jouer sur plusieurs parcours plus ou moins loufoques jusqu'à 12 joueurs en simultané. Un joyeux chaos légèrement différent de celui de Grounded, mais non pas moins amusant. En somme, depuis sa sortie, le titre est également étoffé de nouveaux contenus pour une rejouabilité décuplée. Il vous reste donc quelques heures pour profiter de ces deux jeux gratuits sur Steam dans le cadre de l'offre d'essai du week-end. Une fois celle-ci arrivée à l'expiration, il est toutefois possible d'en faire l'acquisition à un moindre coût. Grounded est en effet actuellement à moins de 40%, donc 24 euros à la place de 40. Golf with Your Friends, quant à lui, est à moins 67%, 5 euros à la place de 15. Vous pouvez donc les essayer gratuitement sur Steam. Pendant ce laps de temps, afin de savoir si la promotion envoie la chandelle, la balle de golf rétrécit est dans votre camp. Hmm. On passe à l'année suivante, qui est un peu business. Non, Rockstar Games, GTA n'est pas le numéro 1. Quels sont les 15 meilleurs studios de jeux vidéo? On le répète assez souvent, sortir un jeu révèle presque du miracle tant le processus est compliqué et les obstacles nombreux. Pourtant, chaque année, ce sont des milliers de jeux qui débarquent. Au point que le choix de la date de sortie peut avoir un impact énorme sur la réussite commerciale. Si on se penche sur l'accueil critique, quels, quels sont les 15 meilleurs studios de développement? On a la réponse. Le jeu vidéo, quand, quand la prestation dépend de bien plus que le jeu lui-même. Des jeux, il y en a absolument pour tout le monde. De la simulation à l'action en passant par l'aventure, la réflexion, l'exploration, les combats ou encore le jeu de rôle de multiples genres ou sous-genres viennent permettre à chacun d'y trouver son compte. Des prix très divers chaque année et de nombreuses cérémonies viennent d'élire le meilleur jeu dans telle ou telle catégorie. Mais il faut prendre du recul. Il s'agit souvent d'un concours de popularité et, même ce n'est pas le cas, il est impossible de mettre tout le monde d'accord. L'appréciation d'une œuvre, quelle que soit, dépend du parcours et des affinités, qui viennent se greffer à des critères plus ou moins objectifs. En bref, votre jeu de l'année ne sera pas forcément celui de votre voisin, et ce n'est pas bien grave. Mais tâchons de prendre le sujet autrement et de placer les projecteurs sur les studios et sur le temps long. Quel studio a sorti les meilleurs jeux? C'est la question qui s'est posée l'utilisateur Reddit ByEE qui a souhaité établir un classement des 15 meilleurs studios en se basant sur le Metascore des 3 derniers jeux sortis. Si vous ignorez ce qu'est le Metascore, il s'agit de la note agréée par le site Metacritic à partir des scores accordés par les sites participants. En somme, c'est une moyenne. En faisant ce choix,
Bison élargit son champ de vision pour offrir un bilan qui se base sur plusieurs années. Évidemment, il ne s'agit pas d'une vérité absolue, Metacritic ne donnant qu'un aperçu général de la manière dont les gens ont été perçus à la sortie. On vous laisse quelques instants pour imaginer votre classement. Et on y va, tout est bon pour vous, très bien. À la 15e place de ce classement, on trouve Capcom, avec Resident Evil Village, Resident Evil 4, Remake et Dragon's Dogma. Il est précédé par Insomniac qui, avec Spider-Man Miles Morales, Ratchet Clank Rift Apart et Marvel Spider-Man 2, s'offre une très belle 14e place. Juste devant, c'est Retro Studio qu'on retrouve avec les 3 titres sortis en 2010-2023 et entre 2010 et 2023. Il s'agit donc de Donkey Kong Country Returns, Donkey Kong Tropical Freeze et Metroid Prime Remastered. Arkham Lyon occupe la 12e place avec Deathloop, Dishonored 2 et Dishonored. Tout juste précédé par CD Projekt Red avec Cyberpunk 2077, The Witcher 3, The Witcher 2. De l'autre côté du classement, l'affrontement fait rage. L'affrontement fait rage avec des studios dont les titres ont reçu des notes allant de 86 à 97. Quel est le studio qui, avec ses 3 derniers jeux, occupe la première place du classement? Oh oh oh. Et non, il ne s'agit pas de Rockstar Games, battu par le petit artisan de Kyoto, alias Nintendo. Le studio EPD8 monte ainsi sur la plus haute marge du podium, avec Super Mario Odyssey, Super Mario 3D World et Super Mario Galaxy 2. Il est suivi à la deuxième place par Nintendo EPD3 avec The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, Breath of the Wild et A Link Between Worlds. Rockstar complète le podium avec Red Dead Redemption 2 et Grand Theft Auto 5, ainsi que Max Payne 3. Allez, petit bonus, parce que le studio fait encore l'actualité avec son dernier titre, Larian se retrouve avec la médaille en chocolat avec Baldur's Gate 3 et les 2 Divinity Original Sin. On vous laisse découvrir le reste du classement avec les métaphores associées avec l'image qui accompagne cette publication. Voilà l'image qui regroupe donc 2 Nintendo, un Rare après, non c'est Rockstar, désolé, Larian. Ensuite on a Playgrounds Game. On a après Front Software, Naughty Dog, Capcom Division 2. On a Santa Monica Studios. Après on a Nintendo EP10. Ensuite on a CD Projekt Red, Arkane Studio, Retro Studio, Insomniac et Capcom. Dans l'ordre. Donc du premier au dernier. Bah, c'est encore une fois bravo à l'Ariane. Ah vache, pas. Ils sont que quand même, mais je- au-dessus de tout le monde en ce moment, c'est fou. Et on termine avec une news série. Netflix et Amazon Prime Video peuvent être jaloux. Cette série de SF cartonne tellement qu'elle a le droit à une suite et un spin-off. Alors que les séries de science-fiction se multiplient sur les services de vidéo à la demande depuis quelques mois, il existe quelques perles rares qui perdure dans le temps. Dans ce vaste océan de SF, il y a une pépite qui vient non seulement d'être renouvelée pour une 5e saison, mais aussi pour un spin-off. Elle n'appartient ni à Amazon ni à Netflix. Alors que les productions d'Amazon Prime et Netflix sont souvent au premier plan en termes de séries télévisées, avec notamment le succès récent de Fallout sur Prime Video et du problème à 3 accords sur Netflix, une autre plateforme de streaming se retrouve parfois oubliée. Cette plateforme, c'est Apple TV. Lancé en 2019, ce service de vidéo à la demande recense pas moins de 120 programmes originaux, dont une bonne centaine de séries, toujours confondues. Parmi eux, on y retrouve Defending Jacob, une série dramatique adaptée d'un roman du même nom, avec Chris Evans, Michelle Dockery,
mais aussi Master of the Air, qui m'enseigne Austin Butler et Barry Keoghan dans le rôle de pilote de l'armée américaine en pleine Seconde Guerre mondiale. Dernièrement, Apple TV a également proposé Constellation, un thriller psychologique sur fond de science-fiction avec Naomi Rapace en tête d'affiche. Mais la série star de ces dernières années, c'est bien For All Mankind, une série de science-fiction assez particulière puisqu'il s'agit d'une uchronie, soit la réécriture de l'histoire telle que nous la connaissons par la modification d'un événement passé. Il s'agit de l'exploration de la Lune et surtout de la nationalité du premier homme qui a marché sur elle. Dans All for the Mankind, les soviétiques sont parvenus avant les Américains, ce qui a pour effet de pousser les États-Unis à dépasser l'Union soviétique en tout point. Pour rattraper leur retard et surtout pour devancer les soviétiques qui envoyaient une femme dans l'espace, les Américains décident de former les femmes et les minorités à la conquête spatiale, mais aussi d'établir la première base lunaire. Ces changements auront des conséquences sur les événements à venir, qui sont explorés dans chaque saison, avec un bond dans le futur d'une dizaine d'années. La première saison a eu lieu dans les années 70, la deuxième dans les années 80, la troisième dans les années 90 et la quatrième dans les années 2000. Pour ce qui est de la cinquième, nous ne savons pas encore si elle suivra le même schéma, mais nous savons qu'elle aura bel et bien lieu, comme l'annonce le compte Twitter ou X officiel de For All Mankind. Le futur est écrit dans l'histoire. La For All Mankind continuera avec la saison 5 sur Apple TV. Mais ce n'est pas tout. En plus d'être renouvelé pour une cinquième saison, For All Mankind bénéficiera également d'un spin-off appelé Star City. Lui aussi réalisé par Ronald D. Moore, Matt Wolpert et Ben Divy, l'équipe derrière la série mère. Cette fois-ci, Star City explorera la conquête de la Lune du point de vue des Soviétiques, avec au premier plan les personnages qui ont rendu cet exploit possible, et les risques qu'ils ont encourus pour y parvenir. Ce sera l'occasion d'en apprendre davantage sur le programme spatial soviétique et dans le contexte de For All Mankind. Cela pourrait également permettre aux fans de se mettre dans la peau des soviétiques pendant les événements qui ont embrassé la fin de la saison 4. Il va falloir que je regarde cette série un jour. On m'en parle, on m'en parle, on m'en parle. Je lis plein de choses mais géniales par rapport à cette série. Euh, il va falloir vraiment que je m'y mette. Elle tout pour me plaire quoi. De l'Uchronie, les choses sont chamboulées parce que voilà, un acteur qui n'était pas censé avoir autant d'avance finalement a de l'avance. Puis puis les saisons qui se passent à différentes décennies, ça me plaît aussi. Donc ouais, faudrait que, faudrait que je la regarde. Bon bah ce fut la dernière news. J'espère que ceci vous a plu. Je vous souhaite une bonne après-midi à vous. Et nous on se rejoint à partir de 18h30 pour le gaming. Et si vous avez aimé cette émission, on se retrouve à 12h45. Demain pour l'actuelle news. Ou pour ceux qui n'ont pas eu le temps ou n'ont pas le temps le midi de regarder un streaming, je rediffuse cette émission sur YouTube à partir de 19h. Donc je vous souhaite encore une fois un bon courage si vous reprenez le boulot, une bonne fin de journée et on se retrouve ce soir ou demain. Au revoir.